Les incendies sur notre planète deviennent de plus en plus violents. Ils gagnent en intensité, ravagent des étendues toujours plus vastes et génèrent à eux seuls 15% des émissions mondiales de CO2. Ils accélèrent le changement climatique, qui les alimente à son tour, un véritable cercle vicieux. Certains scientifiques évoquent même le pyrocène, autrement dit, l'ère du feu. C'est comme si on assistait à un retour de la peste. Les méga-feux sont le signe d'un profond dérèglement. Un vrai scénario apocalyptique. Le feu n'a-t-il pourtant pas longtemps été notre allié? Après tout, nous sommes la seule espèce sur Terre à savoir le produire et en tirer profit. Les humains et le feu ont évolué ensemble. C'est en grande partie le feu qui a fait de nous ce que nous sommes. Et pourtant, notre rapport au feu a basculé. Et voilà qu'il se retourne désormais contre nous. Mais alors, peut-on encore se réconcilier avec lui? L'utiliser là où il nous est utile et le stopper lorsqu'il menace de tout détruire sur son passage? Les feux de forêt ont mauvaise réputation. En 2023 et 2024, ils ont ravagé en moyenne 20% de surface de plus que durant les 2 décennies précédentes. Si l'on additionne tous les incendies, on obtient une superficie équivalente à celle de la mer d'Arabie, soit environ 5 fois la surface de la France métropolitaine. Pourtant, il n'y a pas plus d'incendies qu'avant. Au cours des 20 premières années de ce siècle, leur nombre a même diminué. Les dégâts, en revanche, n'ont fait qu'augmenter. Nous sommes confrontés à une situation paradoxale. Les méga-incendies se multiplient et touchent ces dernières années surtout l'hémisphère nord, à savoir la Californie, les forêts boréales, la taïga, mais aussi la toundra. En parallèle, les surfaces affectées reculent dans la savane africaine, qui était pourtant jusqu'ici la zone la plus touchée par les incendies à l'échelle mondiale. Seuls 3% des incendies dans le monde sont considérés comme des feux extrêmes. Et pourtant, ils sont responsables de la moitié des surfaces brûlées de la planète. On désigne ces feux ravageurs par les termes méga-incendie ou méga-feu. Mais qu'est-ce qui les distingue des feux de forêt ordinaires? À l'origine, ce terme ne désignait pas que des incendies de grande ampleur, mais aussi des feux complexes. Il ne s'agissait pas que de feux de forte intensité, libérant beaucoup d'énergie, mais aussi de feux très destructeurs, causant de lourds dégâts dus à différents facteurs. Le terme de méga-feu a été créé il y a un peu plus de 20 ans. Depuis, il a surtout été utilisé pour désigner des incendies s'étendant sur 100 000 hectares environ. Aujourd'hui, on parle même de gigafeux, qui dépassent le million d'hectares. Ces définitions, et notamment les surfaces considérées, varient selon les pays. Mais n'y a-t-il pas toujours eu de grands feux spectaculaires? Bien sûr que si. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est leur puissance destructrice. Ils peuvent atteindre jusqu'à 1000 degrés, soit des températures plus élevées que celles des feux de forêt classiques. Ces méga-incendies altèrent les écosystèmes au point de les empêcher de se régénérer. Ils assèchent tellement les sols en profondeur que ces derniers ne peuvent plus emmagasiner d'eau. Dans le meilleur des cas, la forêt laisse place à de l'herbe et au pire, à une terre aride quasi désertique. Selon l'ONU, le nombre de méga-feux devrait continuer d'augmenter d'ici 2030. Avec le changement climatique, les phénomènes météorologiques deviennent de plus en plus extrêmes. On connaît désormais des vagues de chaleur intenses et des sécheresses prolongées. Et le feu joue sans doute un rôle important dans ce dérèglement. Les méga-incendies dégagent d'énormes quantités de CO2. Rien qu'au Canada, en 2023, les feux de forêt en ont libéré plus de 2 milliards de tonnes. Soit plus que les émissions de CO2 annuelles de l'Allemagne et du Japon réunies. Les méga-incendies aggravent le réchauffement climatique, qui à son tour les alimente. Est-ce justement ça le problème? Lorsqu'un méga-feu se déclare, le changement climatique est très vite désigné comme coupable principal.
Le changement climatique n'est toutefois qu'un élément d'un phénomène plus large appelé boucle de rétroaction positive. Celle-ci implique notamment l'urbanisation galopante dans des zones vallonnées couvertes de végétation inflammable. Il faut aussi prendre en compte certaines pratiques forestières importées par les colons européens, notamment en Californie, dont l'un des principes majeurs consistait à éviter tout feu. Pendant des millénaires, l'usage du feu allait de soi. On brûlait notamment des plantes sèches dans les champs. Mais depuis environ un siècle, l'agriculture applique une politique de tolérance zéro à l'égard du feu. Résultat, la végétation sèche s'accumule et devient un combustible idéal en cas d'incendie. On assiste de plus en plus à un autre phénomène extrême, le pyrocumulonimbus, à savoir un nuage orageux formé par le feu lui-même. Ces pyrocumulonimbus donnent naissance à des orages d'une violence extrême. Ils attisent les flammes par des vents violents, projettent des braises sur des dizaines de kilomètres et déclenchent de nouveaux foyers sous l'effet des milliers d'éclairs qu'ils produisent. La NASA les décrit comme des nuages cracheurs de feu. Mais comment se forment-ils exactement ? Pour qu'un nuage orageux se forme, il faut d'abord un courant ascendant d'air chaud. En montant, l'air se refroidit, puis atteint un point de saturation. C'est là qu'il se condense et devient un nuage. Mais lorsqu'il finit par s'effondrer sur lui-même, ce nuage génère un violent courant descendant. Ce phénomène puissant peut avoir des effets redoutables au sol, comparables à une éruption volcanique. Mais pourquoi les incendies nous posent-ils autant de problèmes ? N'avons-nous pas les moyens techniques de les maîtriser ? C'est comme si la peste refaisait surface. On était pourtant venu à bout de ce problème, mais voilà qu'il ressurgit, notamment parce que nous avons changé notre manière de vivre, de construire et notre rapport à la nature et au feu. On est en train de créer l'équivalent d'une ère glaciaire pour le feu que j'ai baptisé Pyrocène. Le Pyrocène, une époque où le feu jouerait un rôle aussi déterminant que la glace pendant l'ère glaciaire. Mais n'est-ce pas un peu exagéré ? Après tout, les incendies dévastateurs nous ont toujours menacés. Jusqu'au XIXe siècle, les grandes villes étaient régulièrement ravagées par les flammes. Cologne, par exemple, a brûlé à 4 reprises entre le XIIe et le XIVe siècle. La différence aujourd'hui, c'est l'ampleur mondiale de ce phénomène. La vraie question à se poser, c'est pourquoi avons-nous oublié comment coexister avec le feu ? Il a toujours été notre compagnon de route, ainsi qu'un élément essentiel de l'histoire de l'humanité. Et pourtant, nous en avons fait notre pire ennemi. Cela veut-il dire que le feu et nous étions autrefois amis ? Ou du moins partenaires, unis par une sorte de contrat ? Aurions-nous simplement perdu le mode d'emploi ? Commençons par un fait simple. La Terre est le seul astre que nous connaissons où le feu peut exister. Bien sûr, le Soleil est une boule de feu, mais pas au sens terrestre du terme. Il est principalement composé d'hydrogène subissant une réaction de fusion nucléaire. Sur d'autres planètes, on trouve certes du magma incandescent, mais même lui ne brûle pas, au sens chimique du terme. Mais alors, qu'est-ce que le feu au juste ? Le fameux triangle du feu. Il suffit d'un combustible, d'oxygène et de chaleur pour qu'un feu se déclenche. La végétation sur Terre fournit une source continue de combustible. Quant à l'oxygène, élément indispensable à la combustion, il doit atteindre un seuil d'au moins 13% dans l'atmosphère pour qu'une flamme apparaisse. Dans ces conditions, un simple éclair combiné à de la chaleur et à une période de sécheresse suffit. Plus la Terre s'est couverte de plantes, plus l'oxygène a augmenté. Plus d'oxygène égale plus de feu et donc moins de végétaux, comme en témoignent les résidus de charbon dans les sols. Le feu existe à l'état naturel depuis plus de 420 millions d'années. Il a évolué en parallèle avec la vie, chacun imposant ses limites à l'autre jusqu'à trouver une forme d'équilibre. Un modus vivendi en quelque sorte. Les plantes ont permis la combustion et le feu a, en retour, façonné la nature.
la moitié des écorégions de la planète sont marquées par le feu. Parmi elles, les savanes, la taïga, les forêts tropicales sèches, les forêts de moussons et presque toutes les forêts de conifères. De nombreuses plantes sont dites pyrophytes, c'est-à-dire qu'elles tirent profit du feu pour se reproduire. C'est le cas du pin tordu, un conifère des côtes nord-américaines. Ces cônes, recouverts d'une résine résistante au feu, ne s'ouvrent qu'en cas de forte température pour libérer leurs graines. L'écorce du séquoia géant et du chêne liège résiste au feu. Elle leur permet de survivre aux incendies, tandis que le sous-bois brûle, libérant de l'espace qui profitera à la germination de leurs semences. Mais ce n'est rien comparé à l'eucalyptus. Cet arbre résiste non seulement aux méga-incendies, mais il contribue aussi à les alimenter. Ce qui rend les eucalyptus particulièrement inflammables, ce sont les huiles qu'ils contiennent, qui font partie intégrante de la structure même de leurs feuilles. Lorsqu'un incendie traverse la canopée d'une forêt d'eucalyptus, la situation devient explosive. Ces arbres ont évolué avec le feu pendant des milliers d'années. Et tant que l'incendie ne dépasse pas un certain seuil de chaleur, beaucoup d'eucalyptus parviennent à repousser après le passage du feu. De nouveaux bourgeons, rouges ou verts, apparaissent directement sur le tronc. Après l'incendie, les graines d'eucalyptus tombent intactes sur un sol nourri par les cendres. Les koalas, leurs principaux prédateurs, eux, ne résistent pas aux flammes. Dans les régions peuplées de forêts d'eucalyptus, les incendies sont si fréquents qu'on parle même de régime de feu, c'est-à-dire de périodes où les incendies surviennent de manière saisonnière. Les feux de forêt ne sont pas forcément nuisibles à la nature, ils en ont même toujours fait partie. C'est ce qui confère au feu une grande puissance, mais aussi une forme de fragilité. Ce qui distingue le feu d'un ouragan ou d'une tornade, c'est qu'il a forcément besoin de matière vivante pour se propager. Je n'irai pas jusqu'à faire de l'anthropomorphisme, mais selon moi, il s'apparente à un virus. Comme l'être humain, le feu respire, se déplace et finit par mourir. Mais d'abord, il doit naître. Pendant des millions d'années, l'apparition du feu dans la nature relevait entièrement du hasard. La plupart des grands incendies de la préhistoire ont été déclenchés par la foudre. Les sources d'ignition étaient rares, ce qui faisait du feu un phénomène exceptionnel. Contrairement à l'eau, son ennemi juré, le feu est bien plus rare dans la nature. Comment expliquer alors qu'il ait acquis une telle importance dans notre vie ? La seule chose que la nature ne pouvait pas contrôler, c'était l'allumage du feu. Puis est apparu sur Terre un être capable de faire du feu à sa guise et de le domestiquer. Nous vivons sur une planète façonnée par le feu et nous sommes devenus les maîtres de ce dernier. Cela a été crucial dans notre évolution. D'autres animaux cassent des arbres, creusent la terre ou chassent. Nous faisons du feu. Le feu avait besoin d'un complice, qu'il a trouvé en l'être humain. Il y a environ 40 000 ans, un tournant décisif a eu lieu. Grâce à l'amadou, nous avons appris à faire du feu. C'est ainsi qu'une alliance inédite s'est nouée entre nous. Nous sommes devenus les gardiens du feu et lui, le moteur de notre développement. C'est grâce au feu que nous avons pu nous chauffer, que nous avons pu cuire notre nourriture et transformer de l'argile en briques pour construire nos habitations. Nous avons utilisé le feu dans nos rites religieux, mais aussi comme arme. Il nous a protégés du froid et nous a permis de nous installer dans des régions au climat extrême. Grâce à lui, nous avons réussi à vaincre l'obscurité. En moyenne, il a prolongé nos journées d'environ 4 heures. Le feu a toujours été un excellent outil dans le domaine de l'agriculture, que ce soit pour défricher de nouvelles parcelles ou pour produire des cendres destinées à fertiliser les champs. Nous avons tellement bien maîtrisé le feu que selon des chercheurs de la Marshall University, nous en aurions même abusé très tôt. À la fin de la dernière glaciation, nos ancêtres auraient provoqué d'immenses incendies. Combinés à des techniques de chasse redoutables, ces feux auraient contribué à l'extinction de la mégafaune, en privant les grands herbivores de nourriture. Nous avons un gros cerveau, car nous avons appris à cuire les aliments. Nous nous trouvons au sommet de la chaîne alimentaire, car nous avons appris à façonner les paysages. Et maintenant,
Nous sommes devenus une force géologique, car nous cuisons la planète. Presque toutes les civilisations ont eu recours au brûlis pour défricher les terres. Combinée à la déforestation, cette pratique a entraîné un recul massif des surfaces forestières. Vers l'an 80 de notre ère, 90% de l'Allemagne était couverte de forêts. Autour de l'an 1300, ce n'était plus que 20%. Toutefois, un certain équilibre naturel s'était instauré, car moins il y avait de bois, moins les forêts pouvaient partir en fumée. Jusqu'au jour où cet équilibre s'est rompu. Avec la combustion des énergies fossiles, autrement dit avec l'invention du moteur à combustion, le feu a été d'un point de vue philosophique enfermé dans un moteur sous contrôle. Avec le lignite, la houille, le pétrole et le gaz naturel, l'humanité a soudain disposé de combustible en abondance. Les usines et les centrales ont allumé des feux permanents, libérant des quantités d'énergie sans précédent. Le bois n'était plus utilisé comme source d'énergie, mais uniquement comme matériau de construction. De quoi permettre aux forêts, replantées d'essence à croissance rapide, de se régénérer. Les feux d'origine humaine dans la nature ont alors disparu. Avec l'arrivée des engrais, on n'avait plus besoin de brûler de biomasse pour utiliser la cendre comme fertilisant. Les rendements agricoles ont alors augmenté et les forêts surexploitées depuis le Moyen Âge, du moins en Europe centrale, ont commencé à se régénérer. Elles ont ainsi permis un approvisionnement régulier en bois. Là où s'étendaient autrefois landes et prairies, on trouve désormais des monocultures de pins et d'épicéas serrés les uns contre les autres et très vulnérables au feu. En cas d'incendie, ces forêts constituent un combustible idéal. Et les conséquences sont désastreuses. En 1975, un incendie d'ampleur historique dans les pinèdes asséchées de Lüneburg a coûté la vie à 5 pompiers et 2 équipiers. Lorsque tous les arbres sont de même hauteur et de même taille, les flammes atteignent rapidement la cime. L'incendie se propage alors très vite. C'est ce qu'on appelle un feu de cime. Ce type de feu peut provoquer de véritables catastrophes, car les flammes deviennent si intenses que l'incendie se répand à grande vitesse, avec des hauteurs de flammes qu'on avait rarement observées jusque-là. Pas étonnant donc que nous cherchions à bannir les flammes de nos paysages, y compris de ceux que nous avions pourtant façonnés pendant des millénaires grâce au feu. Et c'est logique, puisqu'il s'agit d'éviter les dégâts. Mais est-ce vraiment efficace ? Lorsque ces pratiques forestières ont été mises en place, tous les feux naturels ont disparu de ces régions, y compris ceux qui jouaient un rôle bénéfique. Résultat, les arbres morts et la végétation sèche se sont accumulés. On s'est retrouvé avec du combustible en abondance, ce qui a créé des conditions propices à des incendies bien plus intenses. Et pourtant, l'être humain reste le principal facteur de risque en matière d'incendie. 96% des feux de forêt sont d'origine humaine. Alors pourquoi continuons-nous à construire dans des zones favorables à la propagation du feu, comme en Californie ou dans le bush australien ? Aurions-nous oublié le réel danger que représente le feu ? Ou faisons-nous simplement trop confiance à la technologie pour nous en protéger ? Après chaque incendie majeur, on se demande comment éviter que cela ne se reproduise. Une des méthodes consiste à renforcer nos moyens de lutte contre le feu avec un plus grand nombre d'avions, d'hélicoptères, d'engins et de personnel. Mais tout cela a un coût. Depuis 2017, le CAL FIRE, le service des incendies de Californie, a investi plus de 30 milliards de dollars dans la lutte anti-incendie. En Europe, la situation est la même. Un incendie de forêt engendre des dépenses colossales. Les citernes autonomes sur chenilles peuvent coûter jusqu'à 2 000 € par heure d'intervention. Et un hélicoptère bombardier d'eau, environ 5 000 € de l'heure, sans compter les dommages causés à la nature. Quelle quantité d'eau faut-il pour éteindre un feu de forêt ? Difficile à dire. De nombreux facteurs entrent en jeu, comme la force du vent ou la quantité de combustible présent. Selon les pompiers allemands, cela pourrait représenter jusqu'à 15 000 litres par minute, soit l'équivalent d'une centaine de baignoires. Mais il existe aussi d'autres moyens, comme par exemple le largage de retardants.
Nous avons développé des technologies et des équipements qui donnent l'impression que nous pouvons lutter efficacement contre le feu et que nous le contrôlons. Mais ce n'est qu'une illusion. Nous ne maîtrisons pas le feu. Et aucune technologie ne pourra jamais le dominer totalement. Autrement dit, il semble que nous n'ayons pas les moyens de tenir le feu à distance. Vivons-nous donc bel et bien dans le Pyrocène? Ou parviendrons-nous à bâtir une nouvelle relation avec le feu? Sommes-nous prêts à modifier nos modes de vie pour faire face à cette nouvelle ère? Il existe une multitude de petits gestes que chacun peut adopter chez soi, dans son quartier ou avec ses voisins. Par exemple, si votre habitation est construite sur une pente, il faut savoir que le feu progresse plus vite en montée. Il faut aussi vérifier si des branches touchent votre toit ou si des buissons poussent au pied de votre habitation, en particulier si elle est en bois. Des interstices sous le toit peuvent permettre à des braises de s'y infiltrer. On peut aussi installer des protections ignifuges sur ses fenêtres. Et si nous allions un peu plus loin? Ou plutôt, et si nous faisions machine arrière? Pas pour fuir le feu, mais pour aller à sa rencontre. Car il semblerait que plus nous tentons de l'exclure de nos vies, plus il revient avec force. Après l'avoir maîtrisé pendant des millénaires, ne serait-il pas temps d'envisager une nouvelle relation avec le feu? Plus équilibrée? Plus écologique? Le feu a cessé d'être un objet d'étude scientifique il y a environ 2 siècles. On en a confié la gestion aux gardes forestiers, qui sont sans doute les moins bien placés pour s'en occuper. Pour eux, le feu relève uniquement d'un problème de comportement social. Ils ne peuvent pas imaginer qu'il puisse jouer un rôle essentiel dans l'évolution des paysages, ou plus largement, dans le fonctionnement de la planète. Depuis environ 25 ans, une nouvelle discipline a vu le jour, l'écologie du feu, qui étudie le rôle joué par le feu dans le fonctionnement de la nature. Il n'est plus considéré comme une force destructrice, mais comme une composante à part entière des cycles naturels. L'objectif est de réduire le risque de feu incontrôlé en privant les incendies de leur matière inflammable à l'aide de brûlages dirigés préventifs. De petits feux sont allumés le long d'une bande de terrain dégagée appelée ligne noire. Elle permet de détruire le combustible avant que les incendies ne puissent l'atteindre. Mais les écologues du feu vont encore plus loin. Ils réintroduisent activement dans les paysages ces brûlages qu'ils qualifient de bons feux. Les mauvais feux sont faciles à définir. Ce sont ceux qui tuent des personnes, détruisent des villes, des habitations, de précieux écosystèmes et polluent les bassins versants. Les bons feux, en revanche, sont ceux qui contribuent à stabiliser ou régénérer les écosystèmes, tout en améliorant la santé humaine et les conditions de vie des populations. Ce sont par exemple des feux qui permettent de renouveler les pâturages, de débarrasser les champs des restes de coupe pour faciliter les récoltes, ou encore préparer une nouvelle saison de culture. En réalité, seule une petite minorité de feux sont réellement mauvais. En résumé, si l'on s'y prend bien, le feu peut être bénéfique. Mais comment allume-t-on un bon feu? Dans les sociétés occidentales, les connaissances en la matière sont limitées et l'on craint souvent de perdre le contrôle des brûlages dirigés. Les chercheurs s'intéressent donc au savoir autochtone, fondé sur des siècles de gestion du territoire par le feu. Des pratiques encore largement répandues aujourd'hui. Les aborigènes d'Australie utilisent depuis au moins 45 000 ans ce qu'on appelle des feux froids pour gérer leur territoire. Mais comment un feu peut-il brûler à froid? Ce qui rend les méga-feux si destructeurs, c'est la chaleur extrême qu'ils dégagent, au point de faire fondre l'aluminium. À l'inverse, un feu froid se propage lentement dans le sous-bois et dégage très peu de chaleur. Ces feux sont allumés en hiver, quand l'air est encore frais et le sol humide. On les déclenche tôt le matin avant que le soleil ne chauffe. Les flammes restent alors très basses, à peine à hauteur de genoux. Les feux froids préservent aussi les sols. Les cendres issues des feuilles brûlées libèrent des nutriments
qui, à l'aide de pluies légères, s'infiltrent dans la terre, qui en tire à son tour un réel bénéfice. Les feux froids agissent donc comme des boosters de régénération. Pas étonnant que les techniques de brûlage autochtones connaissent un regain d'intérêt en Australie, au Canada et aux États-Unis. Elles sont aussi testées en Grèce et au Portugal. Mais attendez, ces feux restent malgré tout des feux. Quel est donc leur impact sur le changement climatique ? En Australie, ces brûlages traditionnels pourraient réduire les émissions de gaz à effet de serre de près de 5 mégatonnes par an, tout simplement parce qu'ils émettent beaucoup moins de CO2 que les grands incendies incontrôlés. Selon la Société américaine de chimie, les feux froids pourraient réduire les émissions de CO2 de 18 à 25% dans l'ouest des États-Unis et jusqu'à 60% dans certaines autres régions. Nous pouvons réapprendre collectivement à utiliser le feu de manière ciblée, là où des méga-incendies menacent. Même si les conditions ont évolué, ces savoirs sont aussi précieux que nos technologies modernes. En combinant les deux, on peut identifier les pratiques les plus adaptées à notre époque. Et c'est sans doute notre meilleure chance de coexister durablement avec le feu. Et si le feu était aussi un remède contre l'érosion des sols, qui progresse partout dans le monde ? Et s'il contribuait à rétablir un certain équilibre climatique sur la planète ? Autrement dit, les bons feux pourraient-ils enrayer le cercle infernal associant changement climatique et méga-incendie ? Il est difficile de faire machine arrière, car il faut reconnaître que nous avons modifié les écosystèmes en créant des paysages qui résultent aujourd'hui de plusieurs siècles d'intervention humaine. Nous ne retrouverons sans doute jamais le lien intime qui nous a unis au feu durant des millénaires. Mais vouloir l'éliminer complètement de nos vies serait vain. Il est peut-être temps de repenser notre relation au feu. Au fond, nous savons ce qu'il faut faire. Redonner une place au feu pour mieux cohabiter avec lui.